tu vas nous donner un écho de l'Allemagne. Les deux questions qu'on pose, si tu veux, c'est d'abord comment s'est organisé le confinement en Allemagne. Est-ce que vous êtes fermé comme nous? Quelles sont vos restrictions? Et puis ensuite, ta réflexion sur est-ce que cette crise va avoir un impact sur notre exercice futur et comment s'y préparer, parce que c'est un petit peu ça qui aujourd'hui est le centre de toutes les discussions, quoi. Alors Mmh. d'abord, bon, je te présente pas Pierre Keller, tu es connu, hein, je veux dire, tu es une des stars de la reconstruction osseuse. Tu es, à juste titre d'ailleurs, hein, invité dans de nombreuses conférences françaises et internationales sur le sujet. Donc, tu travailles à la fois en Allemagne et à Strasbourg, ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que tu as une vision qui est plus complète que la nôtre, plus européenne que la nôtre, en ce sens où tu as cette capacité à digérer deux systèmes qui sont très différents Mmh. dans leur mode de fonctionnement. Voilà, donc en ça, on te remercie de nous donner ton avis. Donc la première des questions, c'est le confinement en Allemagne, ça se passe comment, quoi? Alors, le confinement en Allemagne, ça se passe comment? Le confinement en Allemagne, d'un point de vue général, il est assez souple par rapport aux Français, dans le sens où tu peux sortir de chez toi sans avoir un papier euh, qui justifie ou qui explique où tu vas, ce que tu fais, combien de temps, etc. Ce qui est sûr, c'est que tout est fermé. Mis à part les magasins alimentaires comme en France, ça c'est assez similaire, mais évidemment ça te laisse un peu plus de liberté dans ta gestion de ton confinement. C'est-à-dire que si tu veux partir te balader avec tes enfants euh, dans la forêt, il n'y a pas de souci, tu as quand même une certaine liberté de mouvement. Alors dans la vraie vie, c'est vrai que puisque tout est fermé et que de toute façon tu vas pas aller te faire un resto, etc., tu es quand même plus ou moins confiné chez toi. Euh, d'un point de vue organisationnel, j'ai l'impression que les Allemands sont pas plus, comment dire, disciplinés que les Français, comme on pourrait l'imaginer. Hein. Quand tu te balades dans la rue ou quoi, tu vois quand même qu'il y a des proximités qui existent, qui sont forcément pas forcément des attitudes toujours les plus exemplaires. Les marchés sont ouverts. Le marché là de quel où j'habite était ouvert. Bon, les gens ont quand même dans l'ensemble l'impression de respecter une certaine distance de sécurité, mais enfin tout le monde n'est pas masqué. Il y a quand même sûrement des choses à améliorer. On verra, l'avenir nous dira si c'était justement la bonne façon de faire. D'un point de vue des cabinets dentaires, un peu plus particulièrement, puisque bon, évidemment c'est ce qui nous intéresse, l'activité commence maintenant à être seulement là depuis quelques jours beaucoup plus limitée. C'est-à-dire que les cabinets étaient encore ouverts jusqu'à début de semaine dernière. Euh, Ils avaient par contre une mise à disposition de moyens qui était plus importante que celle en France. Il y a eu des masques FFP2 qui ont été envoyés dans les cabinets, ce qui évidemment change pas mal de Ça la choses. donne, hein. Il y a une disposition, il y a une possibilité de commander des masques FFP2. C'est pas évident, mais enfin bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont sur le marché, qui sont vendus par les pharmacies hors de prix, 5 euros le masque. Mais enfin bon, ça laisse quand même des possibilités. Il y a, comment dire, il y a une volonté, ils ont eu une volonté quand même de ne pas tout bloquer du jour au lendemain comme chez nous. C'est-à-dire chez nous, il y a eu cette espèce de, d'un coup, boum, Ah tout est oui, fermé, tout oui. s'arrête. Là, il y a eu, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a eu attention, protégez-vous, protégez vos patients. Ensuite, ça s'est géré que vos urgences. Là, j'ai encore reçu une lettre hier soir qui disait, bon, maintenant plus de turbines, plus de vraiment gérer uniquement les urgences graves, etc. Donc, les cabinets sont ouverts souvent, pas toute la semaine, une demi-journée, peut-être que le matin, etc. Mais enfin, il y a une possibilité d'accéder aux soins, ou en tout cas de gérer ses patients. Donc ça, c'est Alors, vraiment du bon coup, sens. il y avait des tests, des prises de température de vos patients. Certains étaient testés, non? Non, non. Alors, moi, mon activité en Allemagne, puisqu'elle est essentiellement basée sur des patients français, moi, j'avais fermé de toute façon au moment du confinement. Donc, je te donne les échos de collègues ou de ce que j'entends de mon assistante allemande qui est très en relation avec d'autres assistantes dans d'autres cabinets ici dans le coin. Ils n'avaient pas du tout mis en place de système de température, etc. Par contre, ils avaient mis en place tous les systèmes de protection pour eux, leur personnel, etc. Donc masque FFP2, visière, etc. Et ils ont décidé de bosser au ralenti. Mais disons que si aujourd'hui tu es un patient lambda, que tu as mal aux dents, tu arrives quand même à accéder à ton dentiste, quoi. C'est surtout ça qui est différent.
Alors, est-ce que cette activité, elle va être encore plus restreinte dans les jours à venir? Je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'ils vont organiser comme chez nous que système de garde, etc. En tout cas, ils se posent plein de questions. Ils sont en train de réduire, réduire, réduire. Est-ce que le confinement va être aussi encore plus contrôlé en Allemagne dans les jours à venir? Je ne sais pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est que bon, ils ont un petit décalage par rapport à chez nous. Alors, ils gèrent un peu mieux pour l'instant, dans le sens où il y a moins de morts, aussi Ah par oui, un oui, système oui. de santé qui est nettement, enfin qui est très différent du fait de l'accessibilité au l'IDREA, hein, qui est beaucoup plus important qu'en France. Donc là, il y a une grosse différence. Après, dans le reste de la vie de tous les jours, il y a aussi des moyens de mise en chômage partiel. Ça ressemble un peu. Là, c'est aussi un peu bouché. Tout est compliqué aussi, comme chez nous. Il y a des mises en place d'aides rapides par les Landes. Donc, le système allemand est beaucoup plus régionalisé. Donc, il y a eu des systèmes d'aide rapides pour les petites entreprises. Et là, ça, j'ai cru entendre que ça marchait plutôt bien. Ils ont mis à disposition 9 000 euros par petite entreprise qui justifiait donc d'avoir besoin de liquidité rapidement. Et ça, en 3 jours, tu as 9 000 euros sur ton compte, quoi. Donc ça, pour tout ce qui est cabinet dentaire qui venait de commencer, petite activité libérale, etc. Ils ont tout de suite mis en place des gros moyens, disponibilité directe des sous. Après, ils réévaluent et disent, OK, il faut quand même justifier que tu en avais vraiment besoin, etc., etc. Mais en tout cas, ils te les donnent, quitte à ce qu'après, il faut que tu les rendes si tu n'étais pas dans Ouais. les critères. Mais tu peux avoir rapidement quand même un truc qui te file un coup de main pour gérer l'arrêt de l'économie, entre guillemets. Ouais, nous, c'est un peu différent. C'est-à-dire que nous, les demandes sont faites, on a rempli pas mal de papiers, Mm. on verra. Ouais. Donc on fait l'avance, hein. Ouvertement, on fait l'avance, hein. Alors à peu Ouais. près tous les confrères avec qui on discute ont maintenu quand même au moins le salaire des assistantes, si tu veux. Oui, voilà. Après, tout le monde a essayé de reporter ses emprunts, enfin, je dirais Mhm. sa trésorerie de cette manière-là. Mais en tous les cas, en ce qui concerne le chômage partiel, c'est la consigne qui a été donnée de mettre ses employés en chômage partiel. Mais pour autant, on a fait l'avance de frais, c'est-à-dire que pas un centime n'est tombé sur notre compte. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est la grosse différence. Là, on a le sentiment, nous, vu de France, que les Allemands étaient beaucoup plus réactifs, quoi. Les Allemands ont été, hein, comme dit, moi je le vois bien, hein, puisque mon cabinet en France et mon cabinet en Allemagne, je vois la différenciation exactement de comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que je pense, j'ai à peu près un mail par jour du Conseil de l'ordre allemand qui redonne et réexplique les directives, qui redonne, etc. Toute cette évolution que je t'ai rapidement expliqué avant. Donc il y a une grosse disponibilité. Chez nous en France, je pense que le Conseil de l'ordre joue plus son rôle aujourd'hui de régulateur des urgences, en fait, plus que dans l'information de l'évolution de la situation. Et je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein, ça n'a pas l'air évident. Oui, c'est la crise, hein, oui. Ouais, c'est la crise. Il y a eu un problème de, je sais pas, à Strasbourg en tout cas, de disposition de matériel, hein, même pour les gens qui étaient prêts à faire les urgences. Donc ça pose un gros problème. Euh, Après, voilà, l'évolution de la profession et les conséquences. Vaste question, ça, hein. À moins d'avoir une boule de cristal, je crois que personne ne le sait, mais au moins, je ne sais pas, des pistes. Il y a des confrères qui ont mis en avant l'augmentation des normes, notamment sur l'hygiène. D'autres disent que ça va nous pousser encore plus à aller vers des regroupements de praticiens parce que bah, tous les normes en plus, c'est des coûts en plus. Mhm. D'autres, c'est un petit peu l'idée d'Hervé Buatois qui l'exprimera demain, c'est que lui, il risque d'y avoir une augmentation de la demande de qualitative au niveau des soins. À partir du moment où il y a une augmentation de demande qualitative en termes de traitement de l'hygiène, quoique les dentistes ont été déjà très très attentifs à ça quand même, à l'hygiène, c'était vraiment un point fort de nos cabinets, hein. Mhm. Mais là, visiblement, on ira jusqu'au traitement de l'air. Et donc, tout ça, ça va s'accompagner d'une demande plus qualitative de la part des patients, donc des investissements plus importants sur des technologies plus importantes. Mhm. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on voit, apparition de nouveaux métiers tels que les coordinatrices de soins, etc., etc. Mais pour autant, je suis d'accord avec toi, hein, personne n'a de boule de cristal et personne ne sait exactement comment ça va se passer. Néanmoins, on a tous le droit d'avoir une idée. Et voilà, c'est un petit peu le sens de cette interview, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, comme dit, moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est quoi? C'est
quand même un truc. Alors, ça va être un peu bizarre, mais c'est un peu la mise, le doigt maintenant sur quelque chose qui était peut-être un peu au fond de nous, qui nous contraignait, qui a vu, tu sais, ce truc dont on parle toujours, oui, la prothèse, qu'on pense les soins, tout ce discours-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, on va se retrouver face à une situation qui va mettre le doigt sur la démédicalisation de la profession. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé un truc depuis pas mal d'années, de par cette entente directe à l'époque qui a dit, bon, bah, de toute façon, la Sécu prend pas en charge les soins, mais vous avez le droit à votre entente directe. On ne prend pas en charge, on dévalue le côté médical de la profession. Je pense que là, du coup, ça va, on va encore plus le ressentir. C'est-à-dire que moi, mon impression dans le franco-allemand, si tu veux, en Allemagne, un dentiste, c'est un médecin. Plus autant qu'un médecin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, en France, tu vois, cette espèce de situation là maintenant, elle me fait un peu mal au cœur dans le sens où j'ai l'impression que on va être notre problème va être réglé en même temps que les restos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on va commencer à pouvoir aller sur les terrasses, ben, peut-être que les dentistes ils vont pouvoir commencer à ouvrir. Là, on ne sait pas trop. Et j'ai l'impression qu'on va subir maintenant sur ce sujet-là qui était toujours un peu laissé de côté, de dire bah, pour finir notre profession, on a accepté de la démédicaliser et ben maintenant on va bien aussi le regretter. Il y a eu le RAC 0 qui a déjà mis un peu une petite claque dans le système d'entente directe, etc. Mais là maintenant, dire ok, est-ce qu'on est des vrais soignants? Est-ce qu'on est considéré comme des soignants? Est-ce qu'on a les patients ont besoin de nous maintenant aujourd'hui et ils ont difficulté à accéder à un système de soins? Ben oui, ben oui. Il y a des gens qui ont mal là maintenant, qui sont gérés, mal gérés. C'est compliqué. Enfin, je veux dire, en ce moment, il vaut mieux pas avoir mal aux dents. Et j'ai l'impression que, tu vois, ça fait des années qu'on le sent venir, ce truc-là, qu'on nous a mis un peu de côté. Et je vois qu'en Allemagne, ils ont vraiment une visualisation de soins, de médicaliser de la profession qui font que les dentistes doivent rester ouverts aujourd'hui. Ils sont ce rôle-là de soignants. Et que chez nous, ben, pour finir, ouais, bon, le dentiste, ça peut attendre. Et ça, tu vois, j'espère, alors si j'espère, moi c'est mon truc, que peut-être si on devait tirer quelques leçons de ce qui se passe là, c'est de recentrer aussi notre profession dans ce côté médical, de dire on a notre place, regardez ce qui se passe si on ne nous considère pas, et peut-être arriver à quand même recentrer un peu voilà, le débat sur un côté plus médicalisé. Voilà, ce serait ça un peu, moi, quand je vois un peu ce qui se passe là, ça m'a toujours choqué cette différence de vue En Allemagne, tu es un Arzt, tu es un Zahnarzt, mais tu es un Arzt, tu restes un médecin. Et ce côté un peu mis de côté chez nous, ça m'a toujours un peu gêné parce que pour finir, à quelques mètres près, il n'y a pas une grande différence. Mais culturellement, il y avait cette différence-là. Et là, maintenant, face à cette crise, tu vois, ça me choque. C'est ce qui Ouais. c'est ce qui me ressort encore plus. Et ben, tu vois, je suis régulièrement invité à participer à un groupe de réflexion de la DB ITSET, Mhm. qui est une grosse société allemande, et qui publie des espèces de consensus. Et puis souvent, ils me demandent de faire une conférence. Et il y a 2 ans, je crois, c'était à Cologne. D'ailleurs, c'est souvent à Cologne, c'est au moment du carnaval. Mhm. Et il y a une soirée qui est organisé par le carnaval et dans lequel les participants au congrès dentaire sont invités aussi. Et il y a un fascicule qui est distribué lors de cette fête, qui est une fête qui Mhm. n'est pas organisée par les dentistes, hein. Mhm. Et la dernière page, au verso, il y a une annonce du congrès. Donc c'était une annonce du congrès dentaire qui est faite Mhm. pour les participants de cette fête, qui eux ne sont pas dentistes. Et donc Mhm. il y a une volonté de communication des dentistes allemands auprès de la population. Et quand j'avais vu ça, j'avais été extrêmement surpris et enthousiaste, et j'avais transmis ça à mes collègues français en disant mais regardez, les Allemands, ils communiquent auprès de la population française, auprès de la population allemande, comme le font les médecins, etc. Et j'avais trouvé ça une différence culturelle fondamentale. Et Ouais. j'avais pas trouvé d'écho dans mon discours à ce moment-là. À l'époque, on était en plein, c'était les CCDLI, c'était justement le combat Mhm. contre Oui, toutes oui. ces histoires-là. Et j'avais pas du tout trouvé d'écho. Et c'est ce que tu viens de dire, ça me rappelle exactement ça. Je crois qu'il y a une différence fondamentale. J'ai le sentiment
j'ai ouvertement le sentiment qu'aux yeux de la population française, le dentiste, un peu comme le restaurateur, a été un petit peu déconsidéré au fil du temps. Et c'est l'exemple que tu cites là, ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu lorsque j'ai été en Allemagne. Alors, il y a quelque chose de très louable, qui est une vidéo qui tourne sur YouTube en ce moment et qui essaie de remettre la place du dentiste dans le système de santé et qui explique que les dentistes restent ouvertes, ils ont leur rôle à jouer parce qu'ils font partie de la chaîne de santé. C'est exactement ce que tu dis. Et je pense, si tu veux, effectivement, enfin moi j'irai dans ton sens, je pense que une des vertus de cette crise, si notre profession sait bien la jouer, c'est peut-être de nous remettre au cœur du système de santé, qui est notre vraie place, si tu veux, en fait. Qui est notre Et vraie là, place. je rejoins complètement. Et j'espère que finalement, elle aura au moins cette vertu. Comme dit, dans mes moments de motivation, parce que je pense qu'on a tous là dans notre vie de tous les jours des hauts et des bas, mais si j'ai envie, quand j'y crois, quoi, quand je me dis, allez, ça va passer, et puis on va ressortir, j'ai envie de dire, mais prenons les choses en main et recentrons-nous dans ce côté médicalisé, parce qu'on va se retrouver face à une situation où on va être obligé d'être de plus en plus médicalisé, tu l'as dit, par les systèmes de normes qui vont être forcément imposés par rapport à ce qu'on vit. Il y a un énorme débat qui va être la prescription d'anti-inflammatoires. Je veux dire, quand tu as une activité chirurgicale plus ou moins grande échelle, mais que se doit d'avoir un chirurgien dentiste, tu vas te retrouver par rapport à plein d'actes face à une situation où tu avais l'habitude de prescrire des anti-inflammatoires, quels qu'ils soient, stéroïdiens, non stéroïdiens. Et là maintenant, eh ben ça aussi, ça va poser la question. C'est-à-dire on va commencer à rebosser et on va commencer à, je sais pas, une extraction de dents de sagesse. Tu as l'habitude de prescrire de la cortisone chez un jeune patient. Est-ce que tu vas la represcrire? Est-ce que oui ou non? Dans quelles conditions? Il aura fait sa sérologie ou pas? Est-ce que les tests seront sûrs, plus sûrs? Là aussi, tu vois, on va se retrouver maintenant face de nouveau à des questions médicales dans la prise en charge de nos patients. Donc ça, j'ai envie j'espère que ça va vraiment remettre une petite claque là et disant, bon, maintenant, attendez, on est face à ces normes d'hygiène, on est face à des patients à risque augmenté par un certain nombre de facteurs extérieurs. Gérons leur état de santé et gérons-les comme des patients et nous comme des vrais acteurs de santé. Et Ouais, ça, j'espère. je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, c'est vraiment, ça m'enthousiasme tout ce que tu dis parce que moi, je l'ai. Alors d'abord parce que en faisant partie de la Société française de chirurgie orale, on pousse depuis des années avec l'internat le côté médicalisé de la profession. Et d'ailleurs, toi, tu as une activité qui est très, très chirurgie orale, donc c'est normal que tu sois dans la même philosophie. Et puis en plus, j'avais noté qu'à l'étranger, on avait une considération du dentiste qui était très différente de celle en France, où, comme tu dis, je n'irai pas jusqu'au restaurateur, mais on ne doit pas être très loin parfois, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, donc ça, comme dit, moi je vois, là, je pense qu'il peut y avoir un tournant. Le deuxième grand tournant, si on veut y chercher peut-être un- enfin, quelque chose qui ça pourrait peut-être changer, et je trouvais que ces dernières années, il y a eu pas mal de questions qui étaient un peu évoquées, mais c'était laissé de côté, c'est évidemment le rôle de nos assurances. Alors bon, quelles vont être les conclusions de tout ça, tu vois? Est-ce qu'à la fin de cette crise, quand on est tous allés faire le point sur nos prévoyances, on nous a toujours dit: «Nous serons là le moment où vous aurez besoin de nous. Nous sommes là pour gérer une situation, imprévue. Nous sommes là, nous sommes là». Donc tout ce discours-là, on se rend bien compte qu'a priori, ça va pas se passer comme on l'espérait. Hem est-ce que là aussi, il va pas y avoir quand même une petite claque à mettre là-dedans en disant, bon, bah, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais là, ce grand discours, on en est où? Euh, et de façon, alors j'allais dire presque plus poussée vers nos patients, nous par rapport à nos prévoyances, nos assurances, etc. Puis pour nos patients par rapport à leur mutuelle. C'est-à-dire que c'est vrai que ces derniers temps, je pense que comme partout en France, tu as aujourd'hui des gens qui cotisent des mutuelles, ça leur coûte cher, et puis quand ils ont besoin d'un implant ou de quelque chose d'un peu particulier, la mutuelle dit ben non, en fait, désolé, votre contrat avait changé l'année dernière, ça ne fait plus partie, etc., etc. Est-ce que ça aussi, tu vois, les gens, on ne l'avait pas laissé un peu de côté en disant bon machin, et puis les assurances, etc. Est-ce que là-dedans, il ne va pas y avoir un moment donné, maintenant, face à tout ça, cette situation de crise, un petit coup de pied là-dedans en disant bon bah, en fait, vous êtes là pourquoi exactement? Pourquoi est-ce que je paye exactement? Ouais. Et quel est votre rôle dans cette situation? Moi, de plus en plus, j'avais des patients qui disaient, bah, moi, en fait, je vais prendre ma mutuelle la plus mini à ras possible, tu vois, le truc le moins cher, juste pour que si je suis hospitalisé,
J'ai Ouais. voilà ça, mais par contre toutes les options là, les machins, les trucs, moi je mets un peu des sous de côté et après tout ça ira beaucoup mieux. Et ces derniers temps, j'avais envie de leur dire, mais vous avez bien raison. Et j'espère que là aussi, eh ben, peut-être que quand même, il va y avoir une remise à plat de tout ce système-là, parce qu'il va y avoir les gens qui vont en avoir marre, parce que l'ensemble du système est basé sur, normalement, je crois, un équilibre de la gestion d'une situation, un aléa, et là, on est face à ça, et il n'y a personne. Quoi. Et je sais pas, je me dis, est-ce que ça aussi, là, il ne peut pas y avoir un truc à mettre à Se plat? Je sais pas ce recentrer que tu sur en penses. l'essentiel. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de payer tout un tas de choses, on ne sait plus pourquoi au bout d'un moment. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a besoin et il y a une forme d'absence quand même de la part de nos assureurs, comme tu dis. Ça, c'est un peu Ouais. dommage. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Je suis d'accord avec toi. Comme dit, Sur je bien des pense que points. là, mais d'un point de vue général, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir un peu remettre à plat. Je pense qu'elles vont être remises à plat parce que quand que ce sera passé, j'espère le plus rapidement possible, évidemment, euh, on refera le point. Je pense qu'il y aura il va y avoir un après Covid-19 qui va être quand même assez revendicateur par rapport à la gestion de cette crise vis-à-vis de nos politiques, c'est clair. Hein. Alors attention, je ne suis pas là pour faire la politique, mais je pense qu'en effet, il va y avoir un point là, un séisme quand même dans la société. Qu'est-ce qu'on attendait de nos politiques? Comment est-ce qu'ils ont géré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on attendait de notre système d'assurance face à cette situation? Qu'est-ce qu'on attendait de la gestion de toutes les instances publiques dans la prise en charge des patients? Et tout ça, ben, ça va être forcément remis à plat. Et j'espère que là, il va y avoir les bonnes directions qui vont être prises. Et en tout cas, au moins une remise en cause, ça me paraît assez intéressant. Hum, 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 hum. Bon, on verra. On verra, on verra. On verra. Je te pose pas la question sur le numérique. Tu sais qu'Aria est très numérique. Ouais, Je sais que toi, tu as une pratique qui est très chirurgie pour le coup. ouais, complètement. Alors, la question du numérique, ouais, je pense qu'en effet, alors, j'allais dire, j'ai envie de croire à l'intérêt du numérique et de l'évolution de la profession. Il est clair que la sortie de crise là et ce qui va se passer financièrement dans les cabinets va remettre un petit coup de frein à l'investissement potentiel d'un cabinet dans des outils numériques. Je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Sur le court terme, Euh, oui. Sur le Sur court le terme. court terme, ça va un tout petit peu freiner. Est-ce que justement, dans l'élan, par contre, à moyen terme et dans toute cette nouvelle restructuration de la profession, est-ce qu'elle va prendre plus sa place? Je pense, ça, par contre, ouais, carrément, parce que comme il y a toute une façon, une réorganisation qui va être, par ces systèmes d'hygiène qui vont être mis en place, etc. Et je pense que là, par contre, il va y avoir un vrai une vraie volonté d'aller vers une activité de pointe sur tous ces domaines-là, d'hygiène, du Oui. numérique, etc. Ça, c'est clair et ça en fera partie. Donc oui, à moyen terme, je pense que ça va vraiment, ça va plutôt être positif. Par contre, ouais, sur le court terme, c'est sûr que le petit cabinet va repousser ce genre d'investissement. Le petit cabinet avec la moquette sur les murs de 30 mètres carrés au centre-ville d'une grande agglomération va devoir forcément revoir pas mal de choses, hein, ça c'est sûr. Oui, oui. Et après, il y a, pour toi, je pense que, mais là, tu l'as peut-être vu, je ne sais pas si tu participes à beaucoup de webinars, mais peut-être qu'un conférencier comme toi, qui voyage énormément et qui organise beaucoup de formations, donc qui est très impliqué dans la pédagogie, je pense que le numérique aura un impact important pour toi parce qu'il est vraisemblable, et on le voit en ce moment avec cette crise, parce qu'on ne peut plus sortir de chez soi, on a une profusion de propositions de webinars. Alors, ben, c'est comme toujours dans la formation, il y a des choses qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas. On ne va pas aborder tous les sujets, mais je pense qu'à moyen terme, il y a des formes pédagogiques que des gens comme toi vont prendre en main et, et qui sont basées sur le numérique pour de la formation sous une autre forme. Alors, je ne sais pas si toi, tu as une réflexion là-dessus, si tu as abordé le sujet, si en ce moment, tu es en train de travailler dessus peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens que, ouais, quand tu vois, tu imagines bien que Benjamin Cortas ou des gens comme Stéphane Koubi ne restent pas les bras croisés et préparent, de toute façon, c'est dans leur dynamique propre, hein, d'organiser des formations et de s'intéresser aux nouveaux formats. Est-ce que toi, tu as déjà commencé à réfléchir là-dessus? Ouais, alors on est en pleine réflexion là avec mes jeunes collaborateurs, etc. On est en pleine Killer réflexion Boy. sur comment est-ce qu'on va gérer ça. Alors après,
Ouais, je pense que ça va. On a envie de donner un accès par les réseaux sociaux, par les webinars, YouTube, etc., tout un système de formation. Ouais, ça va forcément aujourd'hui mettre une petite claque dans les schémas plus classiques. J'en suis convaincu. Sous quelle forme exactement? Je pense que là, le problème qu'on a, enfin, j'ai l'impression quand même que l'ambiance, c'est difficile quand même. J'ai assisté à quelques webinaires, etc. J'ai trouvé quand même que c'était pas si évident que ça, Non, non. que de rester concentré, de vivre cette information technique dans un moment où tu te poses quand même pas mal de questions sur ton avenir professionnel, l'état de santé peut-être de ta famille, enfin un certain nombre de choses. Et j'ai trouvé que c'était pas évident. Par contre, sur la vraie vision à moyen terme dont on parlait juste avant, je pense qu'en effet, ouais, ça par contre, ça va forcément maintenant nous taquiner de rejouer avec ces outils-là, même si moi, pour l'instant, comme dit, je suis encore un peu, je suis tant que je vois pas la sortie de ce truc-là, j'ai du mal encore à me foutre dans un côté hyper technique. Tu m'as proposé là cet entretien, cette interview, et je t'en remercie. Je suis hyper évidemment heureux de pouvoir partager un peu quelque chose là-dessus. Mais euh, comme dit, des sujets plus techniques aujourd'hui, tu m'aurais dit, ouais, viens, on fait un truc sur tous les sujets qui me passionnent, sur les greffes osseuses, etc. Juste à vous, j'ai du mal. J'ai encore du mal à me recentrer sur des sujets techniques en ce moment. J'ai envie de me poser des questions sur la profession, sur comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Et je pense que là, par contre, ouais, il y a une espèce de moment quand même compliqué dans... C'est pour ça qu'on a organisé le fil de cette manière-là. On n'a pas voulu aborder les problèmes techniques parce que, comme tu dis, en ce moment, il y a d'autres occupations. Par contre, donc c'est pour ça qu'on a interviewé des gens comme toi parce que ça nous intéressait. Alors toi encore plus parce que tu es binational. Hein, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que beaucoup de gens te disent aujourd'hui c'est bon, la nouvelle pédagogie, on a compris. Ce qui est très intéressant, moi, qui suis un peu plus âgé que votre génération, quand j'étais chercheur dans les années 90, alors je travaillais sur la chirurgie guidée, le cone-beam, qui était à l'époque des espèces d'extraterrestres qui sont aujourd'hui des actualités, c'est des évidences. Mais à côté de mon bureau, il y avait un monsieur qui travaillait sur le e-learning. Et donc, en 90, on avait dit, de toute façon, les profs, c'est fini, le face-à-face, c'est fini, la pédagogie, c'est fini, tout ça, ça va se faire sur des forums avec Internet, etc. Et on connaît la réalité aujourd'hui. Hein. 30 ans après, on connaît la réalité aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le face-à-face n'a toujours pas été remplacé. Alors, certes, le cours a intégré ces nouvelles technologies numériques, mais aujourd'hui, les congrès sont toujours aussi pleins, les cours sont toujours là, etc. Alors, parfois, c'est sous forme de pédagogie inversée, etc. N'empêche que le contact humain est toujours là. J'en Et suis convaincu. ah oui, non, mais ça aussi. Et là, je te rejoins quand tu dis que ce qui est proposé en ce moment, c'est certes il y a foison, mais pour autant c'est pas complètement satisfaisant. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi, parce que si ça avait été satisfaisant, ça aurait été satisfaisant depuis 30 ans. Or, on a montré que les gens continuent à se déplacer, les gens continuent à se rencontrer, à se parler, à aller voir un confrère, à aller assister à des chirurgies en direct, et que ça, l'outil numérique ne peut pas le remplacer. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'interview de Benjamin Cortas. Lui, il balaye un peu tout ça, toutes ces technologies, et il dit non, moi, la première leçon que j'ai retenue de cette crise, c'est le besoin de contact humain. Ah, mais moi, j'en suis convaincu. Alors, Benjamin Cortas, en plus, moi, je suis allé le voir euh, dans sa formation Over the Shoulder, là, qui est justement complètement basée là-dessus, c'est-à-dire c'est venez en petit groupe, venez à la maison, venez voir comment ça se passe. Et je trouvais que le concept était absolument génial. Nous, dans nos cours, on essaye aussi de voir ce système-là de compagnonnage. Et pour finir, notre profession, nous, notre truc, c'est du compagnonnage. Et bon, là, ça va être un peu la limite du numérique. Par contre, ouais, qu'est-ce que les gens vont attendre de cette sortie de crise? Ouais, c'est sûrement je pense que tu vois, aujourd'hui, c'est plus intéressant que je vienne passer une journée chez toi au cabinet euh, dans ta vie de tous les jours. Euh, plutôt que d'aller voir une conférence de 20 minutes, etc. Alors par contre, l'intérêt du congrès de la conférence de 20 minutes, c'est qu'on se retrouve qu'à la pause, on discute, et que du coup, on retrouve un peu de compagnonnage. Et là, du coup, ouais, c'est vrai que je suis entièrement d'accord à ce que tu viens de dire, c'est que le numérique va apporter
une information complémentaire, une méthode complémentaire, un accès à l'information dans des moments où peut-être plus facile, en tout cas, enfin un accès plus facile, mais le compagnonnage, le truc dans notre domaine restera toujours, à mon avis, aura toujours une grande place. J'en suis convaincu. Bon, Pierre, voilà, on est à notre demi-heure. C'est Merci vrai. d'avoir passé un petit peu de temps avec nous.